Bonjour à tous, bienvenue au webinaire au webinaire ADEME, qui présentera l'appel à projet Graines. Je suis Virginie de France Innovation et je m'occupe des aspects techniques de ce webinaire. Les slides vous seront envoyés par email à la fin de ce webinaire. Également, pendant ce webinaire, vous disposez d'un module qui vous permettra de poser vos questions par email. Je les poserai aux conférenciers à la fin de la... Si vous avez des questions notamment qui concernent votre projet, je les transmettrai aux intervenants pour y répondre en dehors de la session. Sinon, je vous invite à écrire à l'ADEME à l'adresse mail suivante apr.graines@adem.fr. Je vais passer donc la parole à Thomas Aiglin. Donc, bonjour à tous, Thomas Aiglin de l'ADEME, la direction production et énergie durable. Donc, je vais vous présenter l'appel à projet Graines avec ma collègue Fabienne Muller, donc de la direction économie circulaire et déchets. Donc, partons. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter l'appel à projet Graines qui est paru il y a un mois et qui va clore au moins pour sa première phase au 16 décembre 2019, donc dans un mois, et qui porte sur les recherches pour produire et valoriser durablement les biomasses, une bioéconomie au service de la transition écologique. Donc, un clin d'œil, une petite diapo pour vous présenter l'appel à projet. Donc, ce qu'on vise, c'est à soutenir un développement durable des filières de la bioéconomie dans les territoires, réduisant les impacts environnementaux et favorisant les services rendus par les écosystèmes. Donc, tous les mots sont importants. Et en termes de filière de la bioéconomie, on va intégrer tout ce qui est production, transformation et usage des biomasses, qu'elles soient agricoles, forestières ou autres, telles que les déchets organiques. Vous avez dans cette diapo les biomasses ciblées, elles sont assez larges, production végétale et animale, coproduits, déchets organiques, y compris algues et insectes. Alors, ce qu'on veut, ce sont des projets qui s'inscrivent dans la lutte contre le enjeu structurant pour l'ADEME et pour la société, et aussi le développement de l'économie circulaire. Et ce qu'on veut aussi, ce sont des projets collaboratifs impliquant des parties prenantes, entreprises, territoires. Alors, vous avez le schéma à côté qui va reprendre les grands axes de l'appel. Un premier axe central qui est le soutien aux filières, au développement durable des filières, dans une logique d'économie circulaire. Ça veut dire qu'il va de la production des biomasses jusqu'au recyclage des produits en fin de vie. On veut aussi des recherches qui inscrivent ces filières dans les territoires. On considère que les territoires sont un lieu important pour l'articulation des filières de la bioéconomie pour un développement durable. Donc, on veut des travaux sur les méthodes d'évaluation des impacts environnementaux et des services environnementaux liés au développement des filières de la bioéconomie et des travaux sur les outils d'aide à la décision pour organiser, arbitrer l'usage des ressources des biomasses dans les territoires. Et le troisième axe qui entoure tout ça, c'est les politiques publiques. En fait, les filières de la bioéconomie s'inscrivent dans des politiques publiques. Et donc, on veut des travaux sur les politiques publiques qui permettent de soutenir ou au contraire qui ont un impact négatif sur le développement de la bioéconomie. Donc, on va décrire un peu plus ça dans les diapos qui vont suivre. Alors, déjà, l'appel à projet, en fait, on en est à sa 3e édition. Il y a déjà eu 2 éditions, 2016 et 2017, avec près de 58 projets retenus, sachant qu'il y en a encore 8 en liste complémentaire, avec des niveaux d'aide qui vont autour de 250 000 € par projet. Et donc, vous pouvez avoir des éléments sur ces projets qui ont été retenus dans les différents documents et les liens qui sont présents sur ce diaporama qui vous sera fourni en fin de webinaire. Alors, les objectifs de l'appel à projet, donc je l'ai déjà dit sur les biomasses sur lesquelles on veut travailler. Donc la problématique générale, c'est soutenir un développement durable de la bioéconomie au sein des territoires en articulant l'accompagnement des filières de production et de valorisation de la biomasse. Et un deuxième point, c'est que le développement de ces filières s'accompagne d'une réduction des impacts environnementaux et la prise en compte des services rendus par les écosystèmes. Alors, ces objectifs sont traduits en 3 grands axes.
un premier axe, système et coefficients de production, transformation et valorisation de biomasse. Un deuxième axe sur l'évaluation de la durabilité et l'articulation des productions et des usages de la biomasse. Et un troisième axe de politique publique sur l'accompagnement au changement et les instruments de politique publique pour une bioéconomie durable. Alors pour chaque axe, on va avoir des priorités et des exclusions. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces exclusions ne sont, et ces priorités, alors les exclusions sont exclusives, mais les priorités ne sont pas exclusives. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est à prendre contact avec nous dès que vous avez une idée de projet, quelque chose qui se formalise, pour discuter de la pertinence de votre projet dans le cadre des priorités de l'appel. Et donc la prise de contact, vous l'aurez à la fin, mais c'est l'adresse mail que Virginie vous a donnée au départ. Alors sur le premier axe, système et coefficients de production et de transformation et de valorisation des biomasses. Alors l'idée, c'est d'accompagner les secteurs agricoles et sylvicoles et d'autres acteurs des territoires vers de nouveaux systèmes productifs, y compris de recyclage, avec pour sous-objectif proposer des solutions innovantes pour optimiser et gérer plus durablement les productions agricoles et sylvicoles. Donc on est sur la production. Un deuxième sous-objectif, c'est de travailler sur la mobilisation, la collecte et la préparation des biomasses avant leur valorisation. Et le troisième sous-objectif, c'est travailler sur la valorisation des biomasses non alimentaires, donc vers un usage matière ou énergie. Un point important dans cet axe, c'est d'intégrer des critères d'évaluation environnementale par rapport aux solutions que ces biomasses vont remplacer. Ça veut dire d'avoir des approches d'évaluation type ACV en comparaison aux énergies ou matériaux fossiles qui sont substitués. Donc, quelques exemples d'exclusions et priorités dans cet axe. Alors, les exclusions pour 2019, ça ne veut pas dire que ce seront les mêmes dans le prochain appel, mais c'est vraiment sur cette édition. C'est l'exclusion sur les procédés de pyrolyse et pyrogazéification des biomasses, ou au niveau de la valorisation en produits biosourcés, ce sont les emballages à usage unique, l'utilisation du bois en construction, les biochars. Sachant que l'utilisation du bois en construction, elle est traitée dans un autre appel à projet de l'ADEME qui s'appelle l'appel à projet bâtiment. Sur les priorités 2019, ce que je vais pouvoir mettre en avant, sachant qu'il faut aller lire plus finement le document, c'est la question quelque chose qui est assez nouveau dans l'appel, qu'on a mis en avant, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. C'est de réfléchir sur les filières qui sont développées, leur résilience, leur capacité d'adaptation au changement climatique qu'on a et qui va s'accentuer. La réduction des impacts environnementaux, on va retrouver des questions autour des sols qui n'étaient pas présents dans le précédent appel. Donc avoir des systèmes de production qui favorisent la restauration des fonctions et des services rendus par les sols. Et puis, ce qu'on peut mettre en avant, c'est au niveau des priorités sur la valorisation des biomasses. Cela va être pour les produits biosourcés, les matériaux et produits pour le bâtiment et les travaux publics, le transport et la détergence. Pour le bois, et c'est assez nouveau dans notre appel, l'innovation dans la première et la seconde transformation des bois feuillus produits en France. Et puis sur les biocarburants, l'intensification des filières existantes. Et un point important sur les aspects de valorisation de la biomasse, c'est le portage par une entreprise, ou au moins l'implication d'une entreprise dans ces projets. Sur l'axe 2, alors là, on va avoir pour objectif principal de développer des méthodes d'approche systémique et durable de la gestion des biomasses et fournir aux acteurs les outils pour arbitrer en plusieurs voies possibles de développement des filières dans les territoires. Donc là, on va avoir deux grands sous-objectifs. Évaluer les impacts environnementaux du développement des filières utilisant de la biomasse, par exemple la méthanisation. Et un deuxième sous-objectif, c'est articuler les productions et les usages des biomasses, c'est-à-dire développer des outils pour l'évaluation de la ressource en biomasse aujourd'hui et demain, et des outils pour aider à planifier la gestion territoriale des ressources en biomasse et des sols qui servent à la production de cette biomasse. Donc sur les priorités, on va retrouver la question du changement climatique, avec notamment la question de l'adaptation.
Sur la partie articulation des productions et usage de la biomasse, on a aidé déjà précédemment des outils qu'on voudrait rendre plus opérationnels et appropriables par les bureaux d'études et les acteurs territoriaux. Et sur la question de l'évaluation de la durabilité, des impacts environnementaux, je vais vous renvoyer vers le document, parce qu'il y a près de 2 pages de priorités sur les différentes thématiques identifiées sur cette diapositive, donc agriculture, alimentation, traitement des déchets organiques, gestion forestière et filière bois, gestion durable des sols, dégradés ou non, fertilisants et amendements, produits biosourcés et biocarburants. Maintenant, on va pouvoir passer au 3e axe. Alors, le 3e axe qui est plus orienté politique publique, donc, et sciences humaines et sociales, y compris sciences économiques. Donc, il s'intitule Accompagnement au changement et instruments de politique publique pour une bioéconomie durable. Donc, l'idée, c'est d'avoir des travaux qui permettent d'identifier les leviers, accompagnement et apprentissage nécessaires pour favoriser la transition vers une bioéconomie durable, avec 3 grands sous-objectifs. Analyser des expériences innovantes, de systèmes éco-efficients de gestion, production et transformation des biomasses, analyser les instruments de politique publique qui permettent d'accompagner le développement de ces expériences, et puis analyser la diversité des représentations et des réalités sociales, en fait, pour identifier les freins à l'adoption par les parties prenantes des nouveaux produits ou des nouvelles façons de gérer les sols et la valorisation de la biomasse sur des sites pollués, par exemple. Donc là, je vous laisserai aussi aller voir directement dans le document, mais on peut déjà vous donner quelques exemples d'exclusion et de priorité. Donc, la cible prioritaire, c'est vraiment les sciences humaines et sociales ici dans cet axe, et on souhaite le renforcer. Donc, les exclusions, c'est tout ce qui est lié à la transition des systèmes alimentaires, qui est déjà traité dans un autre appel à projet. Donc, on va aller sur les autres valorisations des biomasses. Et donc, avec comme priorité en appui aux politiques publiques le développement de démarches et outils pour la construction de prospectives intégrées du développement des filières de la bioéconomie, donc à des échelles de temps qui peuvent être assez longues et qui tiennent compte des évolutions du climat. Une deuxième priorité, l'analyse d'instruments de politique publique, fiscalité, paiement pour services environnementaux, labels, accès aux fonciers. On peut aussi intégrer des mécanismes d'acteurs privés. Et enfin, le 3e point, c'est l'analyse des freins aux leviers sociologiques, juridiques au développement des filières. Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, l'utilisation de la biomasse issue de sols pollués ou le développement de bonnes pratiques, par exemple, de gestion durable des sols. Donc, je continue la présentation donc, de cet appel à projet en présentant donc, la structure de l'appel, quels projets sont éligibles. Donc, qui est concerné par cet appel? Donc, tous les acteurs publics et privés de recherche, les entreprises, les acteurs travaillant sur l'évaluation environnementale, et les acteurs des sciences économiques, sociales et humaines peuvent être donc concernés par cet appel, qu'ils exercent une activité économique ou non. Ensuite, pour le type de recherche, à l'ADEME, nous avons plusieurs outils en fait, de financement de projets de recherche selon leur TRL, donc le Technology Readiness Level, qui est l'échelle de mesure de la maturité technologique des projets. Donc, on a le programme thèse donc, pour des TRL de 3 à 4, c'est-à-dire un petit peu plus, l'échelle allant de 1 à 9 d'une recherche fondamentale à des applications réelles. Donc, sur les thèses, on est sur les études analytiques jusqu'à leur validation avec un peu d'intégration. Ensuite, sur les TRL 4 à 7, donc ce sont les projets de R&D, c'est-à-dire les APR. Et ensuite, pour des projets donc, à des visées plus appliquées de TRL 6 à 9, nous avons le programme d'investissement d'avenir. Donc, l'APR graine, donc c'est typiquement des TRL de 4 à 7 et cela concerne de la recherche en connaissances nouvelles, de la recherche organisationnelle, de la recherche méthodologique et prénormative et de la recherche technologique. Donc différents types peuvent être complémentaires ou non sur les différents types de projets.
Les différentes tâches au sein d'un même projet peuvent relever de types de recherche différentes. Les projets attendus devront donc s'inscrire dans un ou plusieurs axes ou plusieurs sous-axes de l'appel à projets qui vous ont été présentés préalablement par Thomas. Les projets porteront en priorité sur des recherches à visée opérationnelle. Les projets à caractère essentiellement fondamental sont exclus de cet APR. Ils privilégieront également un ancrage territorial lorsque cela sera pertinent, avec l'implication d'acteurs du territoire, alors si possible même en partenariat pour démontrer leur degré d'implication important. Également, les projets seront collaboratifs et associeront au moins un partenaire de recherche, public ou privé. Ensuite, donc, la durée maximum du programme de travail des projets sera de 3 ans. Les projets intégreront également une phase sur la réplicabilité et la transposition à d'autres cas, pour ce qui est des projets qui s'appuient sur des cas d'études visant à développer des outils et des méthodes d'analyse. Et les projets présenteront une note d'attention particulière sur l'empreinte environnementale de leur activité de recherche. Alors, nous allons faire un petit focus sur cette partie. Qu'est-ce que la note d'attention particulière sur l'empreinte environnementale des activités de recherche? C'est-à-dire que lors du projet, lors de l'organisation d'événements, des déplacements et des locaux, on attire un petit peu l'attention sur le fait d'avoir un regard sur l'empreinte en fait de ces différents événements, que ce soit l'alimentation durable, la gestion des déchets, les transports des participants qui viendront sur des événements. Également, lors des déplacements au moment du projet, de limiter si possible la prise de l'avion et de favoriser les transports plus doux quand c'est possible. Et également, avoir une réflexion sur les locaux, mutualiser, partager des locaux, quelle performance des logiciels utilisés, quel impact des mails, voilà, un petit peu une réflexion, c'est un peu nouveau, mais c'est vrai que c'est important aussi d'intégrer cette partie dans les projets qui eux-mêmes portent sur des impacts, analyse des impacts environnementaux. Et juste pour compléter, l'enjeu n'est pas d'évaluer les projets sur cette partie-là, mais plutôt de faire remonter les bonnes pratiques et de les partager. Tout à fait. Donc, ensuite, pour les projets après la sélection, dans le cadre du plan national de la science ouverte, donc sorti en juillet 2008 par le ministère de la Recherche, les coordinateurs de projets et partenaires s'engagent, en cas de financement, à déposer les publications scientifiques, leur texte intégral, issus du projet de recherche dans une archive ouverte. Donc, le lien sera sur les transparents. Les modalités financières donc, de l'APR GREN. L'aide maximale visée, on vous l'a dit précédemment, c'est à peu près 250 000 € par projet. Les porteurs de projets sont invités à rechercher des cofinancements pour leurs projets. Cofinancement région, FEDER, peu importe, mais c'est important, effectivement, cette recherche de cofinancement. Les dépenses éligibles des projets constitue la part des dépenses prévues et indispensables à la réalisation du projet, hors salaire de la fonction publique, qui ne sont pas éligibles dans le cadre de ces projets. Ensuite, l'intensité de l'aide apportée par l'ADEME est séparée selon que le bénéficiaire est dans le cadre d'une activité économique ou dans le cadre d'une activité non économique. Et selon le type de recherche, les taux sont différents, sachant que ce sont des taux maximum. Je voudrais faire un petit point pour développer un petit peu ce que c'est que les recherches en connaissances nouvelles, recherche industrielle ou développement expérimental. Sachant que ce tableau sort du système d'aide RDI de l'ADEME et que dans le cadre de l'APR GREN, la recherche fondamentale, je l'ai dit précédemment, n'est pas prise en compte. Donc, qu'est-ce que sont les recherches en connaissances nouvelles? Donc, en fait, ce sont tous les travaux de recherche qui adressent une problématique émergente et qui fondent une expertise sur ces sujets émergents.
C'est également des travaux de recherche pour améliorer les connaissances sur des nouveaux instruments en soutien aux politiques publiques, dont les résultats de ces connaissances sont librement diffusés au sein de la communauté scientifique et notamment des experts du domaine concerné. Ensuite, la recherche industrielle, cela peut être également de l'acquisition de nouvelles connaissances, mais elles sont faites dans un cadre différent. Effectivement, l'acquisition de ces nouvelles connaissances et nouvelles aptitudes en vue de mettre au point des nouveaux produits, procédés ou services. Ces recherches permettent également d'améliorer ces produits, procédés ou services existants. Elle peut comprendre également la construction de prototypes en laboratoire ou d'interfaces simulées vers des systèmes existants, la réalisation de lignes pilotes et la validation de technologies génériques. Donc, dans ce cadre-là, on se trouve dans la recherche industrielle. Ensuite, le développement expérimental, il s'agit toujours d'acquisition de connaissances nouvelles, mais encore dans un cadre différent, puisqu'il s'agit de mise en forme et d'utilisation de ces connaissances scientifiques, technologiques ou commerciales en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Le développement expérimental comprend aussi la création de prototypes, la démonstration et l'élaboration de projets pilotes, la réalisation d'essais ou la validation de procédés ou de services ou de produits nouveaux, mais dans des environnements qui sont représentatifs des conditions de vie réelles de ces produits, procédés, etc. Donc, suivant qu'on a de la recherche industrielle, on est un petit peu en amont, plus labo, pilote labo, et dans le développement expérimental, on va au-delà, on est sur l'expérimentation en conditions réelles. Voilà. Mais dans chaque nous avons tout de même de l'acquisition de connaissances nouvelles, mais qui est différent encore de la recherche en connaissances nouvelles. Voilà. Je tenais un petit peu à préciser parce que c'est parfois un petit peu flou quel type de recherche s'applique suivant les projets. Voilà, donc vous voyez, suivant les types de recherche et les bénéficiaires, les taux, donc maximum, peuvent aller de 25% pour du développement expérimental dans le cadre d'une activité économique et grande entreprise, jusqu'à 70% pour le bénéficiaire dans le cadre d'une activité non économique en recherche en connaissances nouvelles. Voilà, et je le répète, nous pouvons avoir également différents types d'aides possibles selon les tâches des différents projets. Voilà, ensuite le calendrier donc, de l'APR. Nous avons eu l'ouverture donc le 7 octobre, cette phase qui se clôt le 16 décembre. Les projets déposés sont expertisés par l'ADEME, également par les présidents du comité scientifique et technique graines et distribution. Ensuite, les projets présélectionnés déposeront leur projet définitif avec une clôture mi-avril 2020. Ces projets seront expertisés dans une phase un petit peu plus élargie qui s'appuie sur des évaluations externes aidées d'une hiérarchie faite par les ministères. Et donc, les projets sélectionnés le seront fin juin 2020. Les lauréats de cette édition, la liste des lauréats sera mise à disposition maximum septembre 2020 pour une contractualisation qui se fera en deux phases, 2021 et 2022. Comme précédemment, l'édition de graines permet des contractualisations sur 2 années. Voilà, donc la prochaine échéance, c'est lundi 16 décembre à 16 h. Plus finement, pour cette phase 1 de dépôt de pré-projet, il y a une lettre d'intention cadre et une synthèse d'aide au dépôt des projets qui est disponible sur le lien ci-dessous. Donc, le dossier comprend 6 pages maximum avec une page de fiche descriptive du projet, une page présentant les objectifs et le caractère innovant, 2 pages pour l'organisation et les méthodes, une demi-page pour le calendrier, ainsi qu'une demi-page pour le budget, et une demi-page de présentation de la complémentarité des partenaires et une demi-page sur les questions de démarche responsable. Voilà.
Donc, ce dossier est à déposer sur la plateforme, donc appel à projet. Il nécessite la création d'un compte utilisateur et voilà, là j'attire votre attention d'ouvrir et de créer ce compte le plus tôt possible car la sollicitation des partenaires du projet prend parfois un peu de temps puisqu'elle passe par une demande de validation de leur participation avec l'envoi d'un mail. Selon la disponibilité des gens, ça peut parfois prendre jusqu'à une dizaine de jours. Donc le dossier est vraiment à ouvrir et à créer en amont afin de bien prendre en main le dépôt du projet. Voilà, donc pour l'ensemble de présentations de cette APR, nous vous recommandons vivement de nous contacter avant tout dépôt de projet par le mail apr.graines@adem.fr et vous pouvez également donc télécharger le dossier complet de l'appel donc à l'adresse ci-dessous pour visualiser et remplir votre dossier. Voilà. Merci. Très bien. Donc, on va passer donc à la session de questions-réponses. Une première question déjà. Pourriez-vous expliquer la différence entre activité économique et activité non économique ? Bon. Alors, la différence principale, c'est qu'on va avoir une suspicion d'activité économique pour toute entreprise, déjà. Et l'activité économique sera définie par, en fait, est-ce que le projet va permettre d'aboutir à un produit qui pourrait permettre une activité économique. C'est principalement ça le principe. Après, on pourra vous renvoyer sur on pourra mettre dans le FAQ les règles générales de l'ADEME pour préciser exactement ce point-là tel qu'il est défini. Mais globalement, il y aura les deux points, c'est suspicion d'activité économique pour une entreprise et la valorisation des résultats de la recherche sous forme commerciale. Quand il y a des industriels ou des entreprises présentes dans la détermination d'un projet, d'un service ou en vue derrière une activité économique, on considère que c'en est une. Merci. Les salaires des fonctionnaires sont-ils éligibles en autofinancement ? Non. Les salaires des fonctionnaires ne sont pas éligibles en autofinancement. La seule chose, c'est qu'ils sont pris en compte dans le coût total du projet et donc dans le calcul des frais connexes. Alors, les frais connexes, ça représente au maximum 25% du coût total du projet. Ces frais connexes sont éligibles et ils intègrent les frais généraux plus un peu plus. Voilà, j'attire aussi également l'attention que c'est effectivement un maximum le calcul des frais connexes. Dans les annexes financières, il y a une petite case où c'est calculé automatiquement. Mais bien entendu, en cas de contrôle derrière, après le financement d'un projet, l'organisme doit avoir un système de comptabilité qui lui permet de justifier ces 25% de frais connexes. Merci. Les partenaires du projet que je souhaite déposer souhaitent présenter ce projet dans le cadre d'un Living Lab qui sera porté par une association. Cette association peut-elle être éligible en tant que porteur de projet ? Oui, on a déjà des associations qui ont porté des projets. Après, il faut qu'elles nous fassent la preuve qu'elle est capable de coordonner le partenariat, mais oui, c'est possible. Après, les dossiers, faut faire attention que les dossiers associations sont toujours plus complexes à monter, mais sinon, c'est possible. Très bien, merci. Question suivante. Une collectivité accueillant une thèse CIFRE peut-elle demander une subvention via l'appel à projet Graines ou bien est-ce seulement réservé aux organismes de recherche ? Dans tous les cas, les projets Graines doivent avoir en partenariat un organisme de recherche privé ou non. Donc, une collectivité seule, même si elle accueille une thèse, ne pourra pas déposer un projet s'il n'y a pas d'organisme de recherche partenaire. Très bien, merci. Les établissements de l'enseignement agricole peuvent-ils être partenaires de projets de recherche dans le cadre de Graines ?
Oui, alors a priori, comme ça, je verrai la mise à disposition de sites expérimentaux, de fermes expérimentales, sous réserve que ça rentre bien dans le cadre d'une problématique scientifique. Et le deuxième point, c'est la question du transfert. Le transfert vers la formation, l'enseignement, ou même au niveau des lycées agricoles, on a une capacité de transfert plus large que ça vers le monde agricole, peuvent être de bons partenaires pour cette partie-là. Merci. Alors, j'ai 2 personnes qui font référence à Agribalise. Donc peut-être qu'on pourrait expliquer pour tout le monde de quoi il s'agit. Je vous pose la question. Les évaluations d'impact environnemental réalisées devront-ils être compatibles avec Agribalise? Et les résultats et données devront-ils être versés dans la base de données Agribalise? Alors, c'est un point qu'on n'a pas traité. Je pense que je vous propose de me recontacter derrière, mais je pense que c'est une bonne idée de s'appuyer sur... Alors, la base de données Agribalise, c'est une base de données qui permet de réaliser des analyses de cycle de vie sur les produits autour de la biomasse. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'appuyer dessus et de l'améliorer. Je pense que l'ADEME sera toujours intéressé par ça. Après, on l'a pas introduit comme obligation, mais je pense que ça sera toujours bien vu. Et on peut en discuter davantage par la suite. Donc n'hésitez pas à prendre contact par l'adresse email. Très bien. Avez-vous des outils d'évaluation des services écosystémiques pour évaluer les différents projets? Sinon, est-il de proposer un tel outil dans cet appel? Alors, ce qu'on recherche dans le cadre de l'appel à projet, c'est des outils qui permettent d'évaluer les services écosystémiques, enfin l'impact du développement des filières de la bioéconomie sur les services écosystémiques. Mais après, d'avoir des outils qui permettent d'évaluer l'impact des projets eux-mêmes sur les services écosystémiques, ça ne rentre pas dans le cadre de l'appel, a priori. C'est une autre question. Est-ce qu'un partenaire privé est obligatoire pour répondre à cet appel à projet? Non, 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 non. Là où on identifie un besoin d'entreprise privée, c'est vraiment sur les projets visant à valoriser la biomasse et à développer des services ou des produits commercialisables. D'accord. En fait, il faut Et est-ce que l'INERIS, par exemple, peut être considéré comme un partenaire privé dans le consortium? Non, c'est un organisme public. C'est un EPIC comme l'ADEME. Voilà. D'accord. Alors cette même personne pose une question complémentaire de la même personne. Est-ce que les collectivités territoriales peuvent être partenaires du projet? Alors vous avez eu un exemple tout à l'heure. Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Question suivante. Les projets dont l'objet est en lien avec le biochar sont exclus. Y a-t-il un AAP pour ce type de projet? Alors c'est exclu pour cette édition. Alors après, ce qu'on a actuellement des AP, c'est possible d'entrer sur les biochars, c'est les appels des investissements d'avenir. Donc dans les appels à projets du programme des investissements à venir, il faudra m'envoyer un mail encore à l'adresse email pour vous réorienter. On a cette ouverture possible sur le développement de produits autour des biochars. D'accord, merci. Le montant d'aide de l'ADEME de 250 000 € correspond-il aux dépenses totales ou aux dépenses éligibles? Non, c'est le montant d'aide, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir, avec le montant total, il faut déterminer quel type de recherches sont concernées, les différentes tâches du projet. Il peut y avoir une partie en connaissances nouvelles qui sera financée à 70%, une partie en développement expérimental à 50% pour une activité non économique. Et c'est le montant de ces différents taux d'aide qui représente 250 000 € maximum. Mais le montant total peut être de 500 000, de 700 000, après suivant les taux d'aide appliqués au type de recherche.
voilà, cela diffère. D'accord, merci. Y a-t-il des conseils que vous pourriez apporter concernant un profil de chef de file pour répondre aux appels à projets? Y a-t-il un profil type? Non, on a vraiment des projets très diversifiés. C'est disons, une capacité à coordonner un certain nombre d'acteurs, en tous les cas, qui est demandé, mais il n'y a pas de profil type. D'accord. Ce qu'il faut montrer, c'est cette capacité de coordination. Et donc, en général, ça s'appuie sur une expérience. Et c'est vrai que la majorité des projets sont soit portés par une entreprise, soit portés par un laboratoire de recherche, mais on a aussi des projets qui sont portés par des associations. Très bien. Hop, excusez-moi, je vais faire un tout petit peu de tri. J'ai reçu pas mal de questions similaires. Un cofinancement de projet par le fonds FEDER est-il possible? Et y a-t-il un fonds d'aide? Un fonds d'aide, c'est-à-dire? On n'a pas bien compris la question sur le fonds d'aide. D'accord, alors je vais inviter le participant, peut-être Marc, je vous invite à préciser ce que vous entendez par plafond d'aide, et puis je poserai votre question tout à l'heure. Non, on avait compris un fonds d'aide. Un plafond d'aide. Ah, d'accord, okay. Pardon, c'est un plafond d'aide. Alors je repose la question. Un cofinancement de projet par le fonds FEDER est-il possible, et avec quel plafond d'aide? Est-ce que tu as ça sous le... Il y a des plafonds d'aide, mais selon le statut de l'organisme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le FAQ. Donc, c'est possible un accompagnement par le FEDER. Et il y a un plafond sur le cumul des aides publiques, je pense, pour les entreprises, qu'il faut que je vérifie. Donc, on va mettre ça dans le FAQ, si vous le voulez bien. Très bien. Donc, Marc, on répondra plus précisément à votre question à la suite du webinaire. Y a-t-il un seuil minimum de demande d'aide pour être partenaire? En d'autres termes, un partenaire ne demandant pas d'aide peut-il être considéré comme partenaire? Alors non, parce que dans les règles des aides de l'agence, un partenaire qui représente moins de 10% du montant du projet, si possible, doit être passé en sous-traitant. C'est-à-dire qu'un partenaire doit avoir un engagement important dans le projet. En fait, clairement, si le partenaire ne demande pas d'aide, contractuellement, nous, on n'a pas besoin de le voir, sauf que c'est bien qu'il soit présenté dans l'annexe technique, donc dans le descriptif du projet. Mais juridiquement, il ne sera pas partenaire. Juridiquement, il ne sera pas partenaire. Après, s'il a une demande d'aide de moins de 10 000 euros, on préfère ne pas l'avoir en tant que partenaire avec une annexe financière propre, mais qu'il intervienne comme prestataire dans le cadre de l'annexe financière du porteur de projet ou d'un des partenaires. D'accord. Donc le minimum du pourcentage que cela représente, c'est 10%, c'est ça? C'est une moyenne parce qu'on a eu des partenaires qui avaient moins de 10% suivant les projets, parce que leur présence était importante en termes d'expertise, mais leur montant financier était effectivement... Mais quand on n'a que quelques pourcents, et en général, on déconseille. Parce qu'à un moment donné, ça augmente aussi le nombre de partenaires d'un projet, et au-delà d'un certain nombre de partenaires, ça commence à devenir compliqué en termes administratifs. C'est une simplification administrative. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un pourcentage maximum pour la sous-traitance dans le cadre de cet appel à projet? Alors, c'est une bonne question, mais je ne sais pas. Il n'y a pas en tout cas, nous n'avons pas de pourcentage affiché, mais à un moment donné, quand un sous-traitant prend un montant important du projet, on peut se demander pourquoi il n'est pas partenaire. Très bien. Alors, je regarde si je n'ai pas loupé de questions. Là, a priori, j'ai relayé toutes les questions qui avaient été posées. Je vérifie néanmoins.
Écoutez, j'ai traité toutes les questions des participants. Je laisse peut-être aux participants le soin, là je vous laisse quelques secondes, voir si vous avez des questions complémentaires pour que je puisse les poser à Fabienne et Thomas. Écoutez, ça m'a l'air bon. Je vais, Fabienne, vous laisser conclure ce webinaire. Oui, ben merci. Merci à tous pour votre participation qui visiblement est importante. Et nous vous disons donc à très bientôt pour échanger via l'adresse mail. On transférera les demandes aux experts concernés pour vous répondre au plus vite à des questions plus précises. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.